Alors qu'une violente tempête hivernale se dirige vers la plateforme pétrolière Ocean Ranger, la sécurité n'était guère une préoccupation. Après tout, elle était conçue pour être insubmersible. Sauf que ce n'est pas le cas. Et les réponses semblent maintenant évidentes. Nous sommes le dimanche 14 février 1982 et alors qu'une tempête approche de Terre-Neuve par le sud, un opérateur radio à terre de la société Mobil Oil du Canada contacte les plateformes pétrolières offshore voisines pour les avertir. L'une des plateformes contactées est l'Ocean Ranger, la plus grande plateforme pétrolière semi-submersible du monde. Même si elle est conçue pour résister à des tempêtes bien plus importantes que celles annoncées, par mesure de précaution, l'équipage de la plateforme a arrêté le forage et s'est retiré dans ses quartiers. Le soir arrive et la tempête frappe la plateforme de plein fouet. Cependant, la plateforme est assez solide pour y résister. Seul un petit hublot dans la salle de contrôle du ballast se brise. Une demi-heure avant minuit, un opérateur radio à terre reçoit un bulletin météo typique de l'Ocean Ranger. Aucun problème n'est mentionné sur la plateforme. Pas même le moindre indice de ce qui va se passer. 1h30 plus tard, le contremaître principal de l'Ocean Ranger signale que la plateforme prend une forte gîte. 10 minutes plus tard, il envoie des appels « Mayday ». Le navire de secours à proximité se précipite vers la plateforme et trouve des canaux de sauvetage écrasés éparpillés tout autour. Hélas, ils ne peuvent pas les atteindre à cause de la forte houle. La tempête est trop puissante. 84 hommes de la plateforme sont laissés à la merci de la mer. Au matin, la tempête s'est passée et les eaux sont de nouveau calmes. Un hélicoptère de secours survole la zone à la recherche de survivants. Cependant, il n'y a pas âme qui vive en vue. La plateforme pétrolière entière a disparu. Seules des bouées d'ancrage flottent là où se trouvait la plateforme. La tempête et la mer ont effacé toute trace de la tragédie qui a frappé l'Ocean Ranger. Le jour de la Saint-Valentin, en 1982, l'Ocean Ranger forait le puits d'exploration J34 sur le champ pétrolifère d'Hibernia. Il était positionné au sud-est de Terre-Neuve, sur les plateaux des Grands Bancs. À bord se trouvaient 84 travailleurs, dont 56 étaient originaires de la région. Le manque d'emploi dans la région et la perspective d'une industrie pétrolière lucrative ont attiré de nombreux jeunes Terre-Neuviens. À 8h00, les travailleurs de la plateforme ont reçu un avertissement de tempête prévoyant des vents de 90 nœuds et des vagues allant jusqu'à 37 pieds. Les travailleurs ont commencé à se préparer pour la tempête et vers 16h30, le forage s'est arrêté. La tige de forage a été déconnectée et rétractée et les travailleurs se sont retirés dans leur quartier, attendant l'arrivée de la tempête. À 19h, une vague géante a frappé une plateforme pétrolière voisine, Sedco 706. Selon les travailleurs, la hauteur de la vague dépassait largement les prévisions, atteignant entre 21 et 24 mètres stion. Même si elle a causé des dégâts mineurs à la structure de la plateforme, la Sedco 706 a résisté à la tempête. Une autre plateforme pétrolière forant dans les champs pétrolifères d'Hibernia, la Zapata Hogland, a également été frappée par la même vague, mais n'a pas subi de dommages importants. La vague a atteint l'Ocean Ranger, qui était nettement plus grande, peu de temps après avoir frappé les deux autres plateformes. C'était la plus grande plateforme pétrolière semi-submersible du monde. Même les vagues de 70 pieds de haut n'étaient pas censées menacer sa coque supérieure et le plancher de forage. Les ouvriers sur la plateforme en étaient convaincus. Maintenu en position par 3 câbles d'ancrage solides à chaque coin, Ocean Ranger résistait facilement aux vagues puissantes et hautes. Le seul dommage qu'elle ait subi était une vitre brisée au hublot de la salle de contrôle du ballast sur l'une des colonnes tribord. Un opérateur radio à bord du navire de soutien Seafort Highlander, situé à proximité, a entendu la communication radio et a été témoin de l'incident qui s'est produit à 20h. Les dégâts ont été réparés en quelques minutes. L'équipage a colmaté le hublot brisé et ramassé les éclats de verre. Cependant, un incident apparemment insignifiant s'est transformé en un problème plus important. Avec le verre brisé, la pièce s'est remplie de plusieurs litres d'eau de mer qui ont trempé le panneau de contrôle du ballast et provoqué un court-circuit. Comme le panneau contrôlait les vannes des réservoirs de ballast, il a commencé à mal fonctionner. À cause d'un court-circuit, elle s'ouvrait et se fermait en toute seule, laissant l'eau déborder dans les mauvais réservoirs et, pire encore, permettant à l'eau de mer de remplir les réservoirs de ballast. Avec plus d'eau dans les réservoirs de ballast, la plateforme s'enfonçait encore plus et devenait ainsi vulnérable aux hautes vagues.
Donald Rathbun, opérateur principal du ballast, et son assistant Dominic Dyke ont tenté de reprendre le contrôle du panneau, mais ont reçu une décharge électrique à chaque essai. Donald Rathbun ne pouvait empêcher les vannes de mal fonctionner qu'en coupant totalement l'alimentation électrique. Mais le problème, c'est que personne ne savait où se trouvait l'interrupteur. Ce n'est qu'aux alentours de 21h que l'électricien a trouvé le bon interrupteur et l'a mis sur arrêt. Enfin, les vannes défectueuses étaient sous contrôle. À 21h06, le chef foreur principal de l'Ocean Ranger, Jack Jacobson, a contacté ses collègues du Sedco 706 et du Zapata Uglan pour savoir comment ils résistaient à la tempête. Il les a informés de l'incident du hublot cassé et que tout l'équipement de contrôle du ballast fonctionnait désormais normalement. 1 heure plus tard, il a répété la même chose à son surintendant Merv Graham à terre, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. La dernière communication radio ce jour-là fut le bulletin météo envoyé de l'Ocean Ranger à terre à 23h30. Il n'a été fait aucune mention de problème sur la plateforme, quel qu'il soit. Rien ne laissait imaginer qu'une heure et demie plus tard, à 1h du matin, Jacobson pousserait Graham à appeler les gardes-côtes pour demander de l'aide. Dans une communication radio, Jacobson a signalé que la plateforme penchait vers la proue de 8 à 10 degrés et qu'il fallait évacuer les personnes non de la plateforme. Rien de ce qu'il faisait ne pouvait empêcher la plateforme de pencher davantage. Elle coulait inexorablement avec 84 personnes à bord, alors que l'inclinaison augmentait de minute en minute à 1h05 du matin. Jacobson a contacté le navire de soutien Seaforth Highlander et leur a demandé de l'aide. 5 minutes plus tard, l'opérateur radio de l'Ocean Ranger a contacté l'opérateur à terre, lui demandant de transmettre un signal de détresse Mayday. Le dernier message de la plateforme est arrivé à 1h30. Il n'y aura plus aucune communication radio de l'Ocean Ranger. Nous allons au poste des canaux de sauvetage. Avec une gîte atteignant maintenant près de 15 degrés, la plateforme était irrécupérable, et tout son équipage avait déjà embarqué dans les canaux de sauvetage. Bien que la plateforme penchait dangereusement, les hommes ont eu le temps de monter à bord des 3 canaux de sauvetage en fibre de verre, suffisants pour embarquer tout le personnel et les mettre à l'eau. Ils étaient équipés de radios et conçus pour résister aux intempéries et à la mer froide. Ces canaux de sauvetage représentaient le dernier espoir de salut pour l'équipage. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Alors qu'ils commençaient à descendre les canaux de sauvetage depuis des bossoirs hauts de 18 mètres, des vents violents atteignant 80 nœuds les ont projetés contre la plateforme inclinée et les ont brisés. Pour aggraver les choses, une fois arrivé à l'eau, l'équipage a eu des difficultés à détacher les canaux de sauvetage des cordages. Ils se sont retrouvés là, leurs canaux de sauvetage prenant l'eau glacée, tandis qu'ils luttaient pour les décrocher. Les chances de survivre à ces conditions étaient minimes. À 2h du matin, le Seaforth Highlander est arrivé sur place. Ils ont découvert un unique canot de sauvetage à la dérive avec 8 hommes à bord. Autour d'eux, des débris de canots et des gilets de sauvetage abandonnés flottaient autour d'eux. Le Highlander a approché le canot de sauvetage, mais n'a pas pu le ramener faute d'équipement adapté. Ils se sont approchés du canot de sauvetage au plus près pendant que les survivants essayaient tout d'atteindre les plaques au bord du Highlander. Malheureusement, c'était une tâche presque impossible sur une mer aussi agitée. Alors qu'ils tentaient d'atteindre le pont arrière, les survivants sont tombés du canot de sauvetage dans l'eau froide. Aucun d'entre eux n'a été sauvé. Une demi-heure plus tard, le premier hélicoptère de secours est arrivé. À ce moment-là, les 84 hommes de l'Ocean Ranger avaient tous succombé à l'hypothermie et s'étaient noyés. 1 heure plus tard, à 3h38 du matin, l'Ocean Ranger a disparu des radars. Le matin, ni les hélicoptères survolant la zone, ni les navires arrivés pour secourir l'équipage n'ont pu trouver la moindre trace de la catastrophe. Seules des bouées d'ancrage flottaient sur la mer calme. Dans les jours qui ont suivi, les équipes de recherche et de sauvetage ont repêché 22 corps dans la mer. L'examen a montré qu'ils étaient tous morts de froid et de noyade. 64 personnes n'ont jamais été retrouvées. Ils ont tous perdu la vie en fuyant une plateforme considérée comme insubmersible. Les responsables de Mobile et les familles des victimes se sont demandé comment cela avait pu arriver. En fin de compte, tout a commencé avec le hublot cassé. Lors de son lancement en 1976, l'Ocean Ranger a été fièrement présenté comme la plus grande plateforme pétrolière semi-submersible, pratiquement insubmersible. La plateforme a été mise en service pour la première fois en 1976 dans la mer de Bering, au large des côtes de l'Alaska. Par la suite, elle a opéré dans le New Jersey et en Irlande. Finalement, en 1980,
Haute-Call a loué à Mobile Oil Canada Limited pour 93 000 $ par jour. Sur les champs pétrolifères d'Hibernia, la plateforme a mené des forages exploratoires pour la société. Les dimensions de l'Ocean Ranger étaient impressionnantes. Elle mesurait 396 pieds de long, 262 pieds de large et 337 pieds de haut. Au-dessus se trouvait une coque supérieure avec 2 ponts qui comprenaient une zone d'hébergement, un plancher de forage et un héliport. La coque supérieure reposait sur 8 colonnes verticales. En plus d'assurer un soutien structurel, ces colonnes abritaient des équipements et servaient aussi d'espace de stockage et accueillaient des tuyaux, des conduits et des câbles électriques. Dans la 3e colonne tribord se trouvait une salle de contrôle du ballast, tandis que chaque colonne arrière abritait un ascenseur reliant la coque supérieure au ponton. La structure était soutenue par un cadre supplémentaire de renforts et de poutres en treillis. Ocean Ranger était une plateforme pétrolière semi-submersible. Cela signifiait qu'elle ne reposait pas sur le fond marin, mais sur 2 grands pontons composés de 16 réservoirs qui servaient de stockage pour l'eau de ballast. Faire entrer et sortir l'eau de ces réservoirs régulait la hauteur de la plateforme. Ces opérations étaient ingérées par le système de canalisation reliant pompes et réservoirs et par les vannes télécommandées depuis la salle de contrôle du ballast dans la 3e colonne tribord. De plus, chaque ponton possédait une salle des pompes et une salle de propulsion dans la section effilée à la poupe. Maintenant, la question est de savoir comment une plateforme pétrolière aussi imposante, pesant 25 000 tonnes, a pu couler à cause d'un hublot cassé de 30 cm de diamètre. La vérité, c'est que le hublot cassé n'a fait que déclencher une série d'événements causés par des erreurs humaines qui ont finalement conduit au naufrage de la plateforme. Une fois que le panneau de contrôle du ballast a été inondé et que les vannes des réservoirs de ballast se sont déréglées, l'opérateur Rathbun a repris le contrôle de la situation en coupant l'alimentation électrique. Vers minuit, la salle de contrôle du ballast a rétabli l'alimentation électrique. Pensant que le panneau de contrôle avait séché, il voulait retirer l'eau des réservoirs de ballast. Cela permettrait de surélever le pont supérieur au-dessus des hautes vagues. Malheureusement, cette décision s'est avérée fatale. En rétablissant l'alimentation, les vannes se sont remises à mal fonctionner et ont laissé un afflux d'eau de mer pénétrer dans les réservoirs de proue. En conséquence, la plateforme a commencé à gîter sur l'avant bâbord. En réalisant ce qu'il avait fait, Rathbun a essayé de fermer manuellement les vannes entre les réservoirs de ballast à la proue et la salle des pompes à la poupe, mais sans succès. Désespéré de redresser la situation et d'arrêter la gîte, Rathbun a mis en marche la pompe et a essayé d'évacuer l'eau de la proue. Ce qu'il ignorait, alors qu'il aurait dû le savoir comme opérateur principal de ballast, c'est que la plateforme possédait une pompe d'aspiration. Fonctionnant avec la pression atmosphérique, elle ne pouvait presque pas évacuer l'eau en dessous de son niveau. C'est ce qui s'est passé quand la plateforme a commencé à s'incliner, la proue descendant bien plus bas que la poupe où était la pompe. Au contraire, cela a eu l'effet inverse. Les vannes ouvertes ont laissé entrer plus d'eau dans les réservoirs de proue. Pour Rathbun, il aurait mieux valu commencer à pomper l'eau des ballasts plus proche de la salle des pompes. Ainsi, il aurait redressé la plateforme et créé les conditions pour pomper l'eau des réservoirs de proue. Puis, un dernier coup a frappé la plateforme. Alors que toute la structure s'inclinait, de hautes vagues atteignaient l'extrémité de la colonne d'angle à l'avant bâbord. L'eau a commencé à remplir le pilier creux par une ouverture du compartiment à chaîne. Des milliers de litres d'eau ont inondé la colonne, augmentant ainsi encore plus l'inclinaison. Rathbun et son équipe étaient totalement inconscients de la situation car la plateforme n'était pas équipée de capteurs de niveau dans les colonnes. Une fois que l'inclinaison a atteint 15 degrés par rapport à la verticale, il était trop tard pour revenir en arrière. La plus grande plateforme pétrolière semi-submersible du monde a coulé en seulement 3 heures et demie. L'équipage à bord n'a pas pu empêcher le naufrage et a même contribué à ce qu'il se produise. Le 17 mars 1982, la Commission royale canadienne sur la catastrophe a été créée pour enquêter sur les raisons du naufrage de l'Ocean Ranger et sur les raisons pour lesquelles aucun membre de l'équipage n'avait survécu. La commission a passé les 2 années suivantes à interroger des témoins, à récupérer des pièces essentielles de la plateforme et à mener des études pour comprendre les causes de la tragédie. La conclusion fut que, outre plusieurs défauts de conception, comme l'absence de fermetures étanches pour les hublots et les compartiments à chaîne sur la plateforme, Mobile Oil et Odeco ont totalement négligé l'importance de la formation aux situations d'urgence et de la sécurité des travailleurs. La plateforme manquait d'équipements de sauvetage adaptés et les travailleurs ignoraient l'usage du peu de matériel disponible.
Des travailleurs de l'Ocean Ranger ont affirmé n'avoir jamais reçu de vraie formation à l'évacuation. Les rares séances de formation qu'ils avaient eues se tenaient le dimanche après-midi et n'étaient pas prises au sérieux. La commission a également constaté que les personnes chargées d'opérer le système de contrôle du ballast, qui est essentiel à la stabilité du submersible, n'étaient insoumises à aucune obligation réglementaire de formation formelle. En conclusion, la catastrophe aurait pu être évitée si l'équipage avait été plus qualifié. Le gouvernement canadien a réagi au rapport de la commission en instaurant de nouvelles réglementations pour les plateformes. Cela incluait le déplacement des salles de contrôle du ballast vers des positions plus hautes et des systèmes de contrôle du ballast moins complexes. De plus, une formation formelle obligatoire a été instaurée pour tous les opérateurs de ballast. Tout aussi importantes étaient les nouvelles normes sur la sécurité des travailleurs et la formation aux procédures d'urgence. Les systèmes de mise à l'eau des canaux de sauvetage ont été améliorés et les combinaisons d'immersion sont devenues obligatoires. Ces combinaisons d'immersion étaient bien conçues pour protéger le porteur de l'hypothermie en cas d'immersion prolongée dans l'eau froide, ce dont l'Ocean Ranger ne disposait pas au moment de la catastrophe. De plus, chaque travailleur sur la plateforme devait suivre un programme de formation à l'évacuation d'urgence et apprendre à utiliser le matériel de sauvetage. Cependant, ces améliorations n'ont pas suffi à apaiser la douleur des familles des victimes. La plupart d'entre eux ont intenté des poursuites contre Mobile Oil et Odeco pour négligence dans la fourniture d'une formation adéquate et d'équipements de sauvetage pour les travailleurs, ce qui a entraîné 84 décès. Finalement, les poursuites ont été réglées à l'amiable avec un accord d'indemnisation d'une valeur de 20 millions de dollars américains. Malheureusement, le nombre de morts de l'Ocean Ranger ne s'est pas arrêté à 84. En juin 1983, le gouvernement canadien a engagé une entreprise pour renflouer la plateforme et la couler dans des eaux plus profondes, car elle représentait une menace pour la navigation. Au cours de l'opération, 3 plongeurs ont perdu la vie. 2 ont été tués par une explosion sous-marine et le 3e a été frappé par un objet tombant. Finalement, en août 1983, l'Ocean Ranger a été coulé définitivement, laissant derrière lui les familles endeuillées de 84 travailleurs et le souvenir d'une tragédie due à une pure négligence humaine. Regardez cet épisode ensuite si vous avez trouvé la vidéo intéressante. Merci de mettre un like et de laisser un commentaire si vous voulez soutenir la chaîne.